Portée. Radio Arc-en-Ciel, la radio diocésaine du Havre et Jacques David m'ont reçu le 30 juin dernier dans l'émission Entrée libre afin de faire connaître à ses auditeurs le sillon de Marc Sangnier qui célèbre en 1994 son 100e anniversaire. Il reste qu'évoquer Marc, le sillon et sa postérité en 25 minutes tenaient de la performance. J'essaierai donc de le présenter complètement en allant à l'essentiel de sa pensée et de son action. Dans quel contexte historique Marc Sangnier naît-il? Le contexte de l'époque qu'en est Marc Sangnier est celui de l'après-commune de 1871. Thiers démissionne et MacMahon est élu à la présidence de la République. Chez les chrétiens, Albert Demain, La Tour du Pin, Léon Harmel annonce la percée des catholiques sociaux. Ils sont les héritiers de Lamennais et de Bûcher. C'est à cette époque que prennent corps les initiatives sociales qui seront confirmées par l'encyclique Rerum Novarum, promulguée en 1891 par Léon XIII. Elle sera pour les temps qui viennent un encouragement pour le syndicalisme chrétien et les débuts de l'ouverture des chrétiens au monde. Alors, qui est véritablement Marc Sangnier? Marc Sangnier, né le 3 avril 1873 à Paris. Son père Félix est d'origine terrienne et picarde. Sa mère est la fille d'un célèbre avocat, Charles Lachaud. Marc doit à sa mère et surtout à sa grand-mère une éducation précoce et une ferveur religieuse qui influencera toute sa vie. Il fait ses études au collège Stanislas, où il restera une quinzaine d'années. C'est là aussi qu'il rêve d'un christianisme démocratique et social. Nous sommes en 1894. Le lieu qui s'appelle la crypte abrite les premiers enthousiasmes et les réunions libres que Sangnier, avec l'autorisation de la direction, organise et où toutes discussions sont admises, notamment les questions sociales. Comment naquit le sillon? Eh bien, en janvier 1894 paraît le premier numéro de la revue Le Sillon, avec en exergue une devise de Platon. Il faut aller au vrai avec toute son âme. Son fondateur est Paul Renaudin. On ne connaît pas très bien son orientation, ni celle de ses amis. Il désire répondre à l'attente du monde contemporain. Ils veulent être utiles au peuple. Une idée va unir tous ces jeunes. Faire coïncider le christianisme et la démocratie. Le 10 janvier 1898, le bulletin de la crypte, édité par Marc Sangnier, fusionne avec la revue Le Sillon de Renaudin. Le Sillon désignera désormais le mouvement dont Marc Sangnier va être le chef véritablement charismatique. Comment peut-on définir le sillon? À ses débuts, le Sillon est un mouvement de pensée, de spiritualité et d'apostolat qui s'adresse de préférence aux jeunes des milieux populaires. Ce sera un mouvement d'éducation populaire et d'éveil démocratique d'inspiration chrétienne. Les sionistes sont républicains et démocrates et précise Marc Sangnier, sans Jésus-Christ, la démocratie est une chimère. Ils font leur cette devise. L'amour est plus fort que la haine. Les cercles d'études se multiplient. Ils sont 2000 en 1905. On y pratique l'enseignement mutuel. Il se constitue une élite qui pourra aller au dehors, rayonner le catholicisme social, agir sur la masse et la transformer. C'est l'idée maîtresse de Sangnier et des sionistes qui agissent. Car, disent-ils, il faut porter au maximum la conscience civique et la responsabilité de chacun. Ainsi naissent des syndicats, notons que le Sillon regroupe de nombreux jeunes ouvriers, des coopératives d'achat et de production, des mutuelles, des restaurants coopératifs. On pratique l'éducation des citoyens à l'aide de conférences et d'expositions à thème. Marc organise aussi les pèlerinages du Sillon à Rome, auprès du pape Pie X. L'accueil du pape et des évêques est chaleureux, d'autant plus qu'en France, c'est la période de la séparation de l'Église et de l'État. Le Sillon va devenir le levain d'une immense christianisation. Eh
bien, Jean, qu'appelle-t-on exactement le grand sillon? Parce que j'ai entendu parler de ce mot. Oui, effectivement, c'est le terme qui lui est consacré. Avant d'aborder ce que sera le plus grand sillon, il faut souligner l'action et l'influence des instituts populaires qui couronnent ce mouvement d'éducation. Il a été reproché à Marc Sangnier de créer une réplique des universités populaires. En fait, sa conception de l'enseignement est beaucoup plus démocratique. Il n'accorde que peu de place aux conférences des intellectuels, laissant une large place aux cercles d'études. De plus, ils sont ouverts à tous, sans distinction de croyances et d'opinion. Marc Sangnier souhaite élargir son mouvement en un plus grand sillon qui pourrait donner naissance à un parti républicain démocrate. Marc définit le sillon une âme commune. C'est ce point commun qu'il recherche chez tous, catholiques, protestants, libres penseurs. Le plus grand sillon, c'est tout simplement le mouvement, s'élargissant et s'enrichissant de bonnes volontés nouvelles, commençant avec elles le travail pratique de l'élaboration de la démocratie. À partir de 1907, le sillon s'engage politiquement et Sangnier entre en politique. Certains amis l'abandonnent. Charles Delancourt, ancien secrétaire du sillon, l'abbé Desgranges. D'autres mouvements comme la Chronique sociale et l'Association catholique de la jeunesse française pensent qu'il va trop loin. D'autres, enfin, ses adversaires de toujours, comme l'Action française de Charles Maurras, affirmant qu'il faut le roi et l'Église, Marc Sangnier et le sillon répondent « Nous voulons le Christ et la démocratie ». Dès lors, le sillon est l'objet de graves avertissements de certaines autres autorités ecclésiastiques. Les dénonciations peuvent. Tout ceci ne va pas sans heurts avec la hiérarchie. Certains évêques reprochent au sillon de vouloir être laïque et autonome, c'est-à-dire indépendant de la hiérarchie ecclésiastique. D'autres l'accusent de vouloir absorber le catholicisme dans la démocratie, de nier l'autorité de l'Église, etc. Rome s'inquiète. Rome s'inquiète. Alors, quelle est la forme prise par cette inquiétude? Eh bien, c'est la fameuse lettre du pape Pie X à l'épiscopat français sur le sillon le 25 août 1910. C'est un rappel à l'ordre. Tout à la fois dur et paternel. Ce n'est pas une lettre de condamnation, comme on l'a dit trop souvent. Reprocher au sillon de vouloir échapper à l'autorité ecclésiastique, bien que Sangnier avait toujours soigneusement distingué le temporel, où le citoyen est libre, du spirituel, où il est soumis à l'Église. Le sillon était accusé de défigurer le Christ en touchant à l'ordre établi. On voit que ceci est assez grave. Accusé aussi de lier la cause du catholicisme à la démocratie. Pour conclure, Pie X demande aux chefs du sillon de céder leur place aux évêques, qui seront désormais responsables des sillons catholiques diocésains. Ces sillons catholiques n'auront que très peu d'avenir. Marc Sangnier, en pleurant, s'incline. Sa réponse fut la prière et la soumission. Mais son admirable réponse à Pie X montre assez que s'il respecte l'action divine à travers son ministre, il n'est pas convaincu de la justesse des accusations. Marc demande aux sillonistes de se soumettre, ce qu'ils feront. Ainsi se brisa le sillon, comme se sont brisés tous les rêves des catholiques sociaux lorsqu'ils ont voulu les traduire dans une pratique. Bien que brisé, le sillon eut une postérité nombreuse. Alors comment l'action de cette postérité du sillon s'est-elle prolongée? Moins de 2 ans après la disparition du sillon, la Ligue de la Jeune République fut fondée le 1er juillet 1912. Marc Sangnier conserve l'espoir de créer un rassemblement de tous les hommes de bonne volonté. Il se refuse à fonder un parti uniquement composé de catholiques. Il n'est pas question non plus de se borner à quelques préoccupations électorales sans lendemain. Ce qu'il entend avant tout, c'est poursuivre une action sociale. Campagne contre le travail de nuit, pour le vote des femmes, n'oublions pas que nous sommes en 1920, pour la paix entre les peuples, création de coopératives de consommation, de production. On retrouve bon nombre d'idées du sillon. Malgré ces bons succès de la Jeune République, ce ne sera jamais le rassemblement populaire et démocratique que Sangnier a appelé de ses voeux. La JR reste un parti de militants, 4000 adhérents au maximum. C'est un laboratoire d'idées, sans assise électorale. Pressé par ses amis, Sangnier se présente à diverses élections.
Échec à Vanves au printemps 1914, l'électorat catholique et conservateur lui préfère un radical. En 1920, il est élu député de Paris sur le programme du bloc républicain, mais ceci n'est pas satisfaisant. Le programme de ce bloc est tout à fait en retrait par rapport à celui de la JR. Marc reconnaîtra que ce fut une lourde erreur. En 1932, il se présente aux élections à La Roche-sur-Yon sans succès. Il demande à ses amis de la Jeune République de renoncer à l'action purement politique pour se consacrer à la seule action pacifiste. La vie de la Jeune République se transforme en parti en 1936 et adhère au Rassemblement populaire. Des députés JR sont élus et un ministre issu de la Jeune République participera au gouvernement de Léon Blum. Durant l'occupation allemande, les Jeunes Républicains participent à la résistance en créant le réseau Valmy. À la Libération, la plupart des Jeunes Républicains rejoindront le mouvement républicain populaire. Un petit noyau de la JR continue cependant avec Maurice Lacroix, mais rejoindra finalement le PS en 1972. Unanime, le sillon réunissait cependant des hommes de sensibilité et de tempérament différents. La disparition de celui-ci met en évidence des courants parmi les sionistes. Celui qui se retrouva dans la Jeune République, dont nous venons de rappeler l'histoire, puis celui des militants dont nous dirions de nos jours qu'ils sont de sensibilité centriste, réunis dans la mouvance de l'âme française depuis 1917. Celle-ci favorisa la constitution de différents groupes qui fondèrent le Parti démocrate populaire en 1924. Cette tradition d'inspiration démocrate chrétienne perdure à travers les partis politiques, le MRP à la Libération et le CDS de nos jours. Marx s'est séparé de ses amis de la Jeune République pour lancer une action en faveur de la paix. Pouvez-vous nous dire comment ? Marc, apôtre de la paix, affirme la nécessité du désarmement des haines et de la coopération des peuples, en organisant des actions pour la paix qui seront la manifestation la plus évidente de ce désir de fraternité vécu par la jeunesse alors. Les congrès démocratiques internationaux se dérouleront de 1921 à 1930. Bierville est un centre de réunion édifié par des volontaires qui accueillent la jeunesse européenne, soucieuse de développer l'esprit pacifiste et d'exorciser les vieux démons. Les auberges de la jeunesse naissent en Allemagne, créées par Schirman. Marc introduit l'idée en France, et la première auberge voit le jour en 1929 à Bierville. L'auberge n'est pas seulement un refuge temporaire qui procure une table et un gîte, c'est un foyer où se développe dans une certaine atmosphère un esprit et une camaraderie cordiale. Cette association existe encore de nos jours sous le nom de la Ligue française des auberges de la jeunesse. Quoi qu'il paraisse bien oublié de nos jours, Marc Sangnier demeure présent. L'esprit du sillon, qui a marqué une époque, anime encore de nos jours de nombreux militants politiques d'opinions diverses, syndicaux, associatifs, d'action catholique. Le message de justice, de paix, de fraternité, lancé voici un siècle par Marc et ses compagnons, reste tout à fait valable aujourd'hui. Marc nous l'avait dit peu de temps avant sa mort, le sillon n'a pas achevé son œuvre. D'autre part, l'énumération des initiatives et des activités propres à conserver le souvenir de Marc et du sillon est impressionnante. Comment se manifeste donc cette diversité ? La récente fondation de l'Institut Marc Sangnier, qui remonte à 1991, dans ce qui fut et reste le siège du sillon, dans cette salle historique de la démocratie, boulevard Raspail à Paris, est un événement qui a réjoui tous nos amis. Il est présidé par Michel Mélan, universitaire, et animé par l'historien Jean-Marie Mayer. Cet institut s'est donné comme première tâche de rechercher la correspondance, les journaux, livres et documents détenus par des particuliers, voire des associations, concernant Marc et le sillon et toute la postérité de ce mouvement. L'opération dénommée Chasse au trésor a donné de bons résultats, des archives familiales aux archives de certains diocèses, documents et copies parviennent très nombreux. À titre de bon exemple, les archives de Francis Queguet
homme politique d'après-guerre est celle d'Henri Collat, le chansonnier du Sillon, l'auteur de la prière matinale, viennent d'être donnés à l'Institut par leur famille. Dans le domaine de la recherche et de l'édition, il faut signaler d'abord le Marc Sangnier de Madeleine Barthélemy-Madoul, paru au Seuil, réédité en 1993, qui connaît un très large succès. À noter les thèses et mémoires de chercheurs parus depuis quelques années. Des militants mettent à profit leur temps libre de retraités, par exemple, pour se faire historien. Je pense à ce camarade du Nord qui a écrit l'histoire du Sillon, sa ville d'Halluin, en recherchant les origines de la CFTC. Eh bien, l'actualité, c'est aussi la commémoration du centenaire du Sillon. Oui, bien sûr, et nous nous proposons de le faire dans les mois qui suivent. Parce qu'il avait choisi un objectif ambitieux et un chemin difficile, Marc a connu un échec, mais un échec superficiel. Il a été incompris par nombre de catholiques conservateurs, effrayés à tort par ses propositions de progrès social, de justice, de paix. Il a été rejeté aussi par des adversaires qui livraient un combat proche du sien, mais qui n'admettaient ni la foi, ni ses idées religieuses. Il s'est heurté au sectarisme. Malgré cela, Marc Sangnier a été un étonnant éveilleur d'âme. Il a été aussi un prophète en notre siècle. Grâce à lui, christianisme et démocratie se sont rapprochés et sont maintenant réconciliés. C'est l'évocation de la naissance du Sillon qui sera au centre de la journée d'études organisée par l'Institut Marc Sangnier à la Sorbonne le vendredi 23 septembre pour commémorer le centenaire de sa fondation. Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de Jean Chappé, centenaire du Sillon, 20 rue Séry, 76 600 Le Havre. Eh bien, Jean, merci pour ces renseignements. Mais c'est moi qui te remercie. C'était Entrée libre. Ce soir, Jacques David recevait Jean Chappé, membre de l'Institut Marc Sangnier.